Alors, aujourd'hui, une vidéo sur un sujet qui n'est pas des plus passionnants, mais qui reste quand même intéressant. On va traiter de la différence entre un royaume et un empire. Waouh! Alors, ok, si c'est pour nous dire qu'un royaume c'est dirigé par un roi et un empire par un empereur, merci, c'est logique. Eh bien, ça, je vais vous le dire. Mais je vais aller plus loin parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière ces titres. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Générique. Alors, est-ce que c'est le type de régime qui les différencie? Eh bien non, parce que empereur ou roi, ce sont des monarques. Et donc le régime, c'est une monarchie. Alors, elle peut être parlementaire, absolue, constitutionnelle, mais ça ne nous indique rien sur la différence entre un empire et un royaume. En réalité, ce qui différencie un empire d'un royaume, ce sont deux choses. La première, c'est le titre du monarque, qui fait référence à une hiérarchie. Et la seconde, c'est l'objectif visé par le pays, son ambition. Roi, c'est le titre du monarque qui est à la tête du royaume. C'est un titre de noblesse et dès lors, ça établit une hiérarchie. Tous les nobles qui ont un titre inférieur à celui de roi et qui ont un lien de vassalité avec lui sont soumis. Un roi a donc des ducs, des comtes, des marquis sous son pouvoir. Le roi, c'est le représentant de Dieu sur terre, et donc aucun noble ne peut l'égaler. Par exemple, un roi vassal d'un duc, ça n'existe pas. Alors personne ne peut l'égaler, sauf l'empereur. Et ça se comprend en analysant ce qu'est un empire. Si on prend l'exemple de royaume, le roi va gouverner le royaume qui lui-même est administré par des nobles, des marquis, des ducs, des comtes, bref, vous avez compris. L'empire, lui, a une plus grande échelle. Et donc, selon l'empire étudié, bien sûr, il est composé de royaumes, de principautés, de duchés, etc. Alors, attention, je vais vous illustrer. Par exemple, on a un pays A et un pays B. Le pays A est gouverné par un roi et le B par un empereur. Mais attention, A n'est pas le sujet de B, il est indépendant. Et donc B a beau être un empire, il n'a pas de souveraineté sur A. Pour que l'empereur soit le supérieur du roi, il faut qu'il l'ait assujetti. Donc il n'y aurait qu'un pays. Dans ce cas-là, B contrôle tous les territoires et A n'est plus un royaume indépendant, mais un royaume dépendant de l'empire. Ce qui peut être vu comme un territoire autonome, mais il n'est pas indépendant. Il est arrivé, notamment en Europe, que l'Empire d'Occident, alors gouverné par la dynastie carolingienne, soit divisé en plusieurs royaumes. L'empereur était donc le garant de l'unicité de l'Empire, et les différents royaumes lui devaient allégeance. Ce fut le cas de Louis le Pieux. À sa mort, Louis divise l'Empire en 3 parties, 3 royaumes. Lothaire devient le roi de Francie médiane et empereur d'Occident. Ses frères, eux, deviennent rois de Francie orientale et Francie occidentale. Ils doivent allégeance à leur frère Lothaire, non pas parce qu'il est roi, mais parce qu'il est empereur de l'empire composé de 3 royaumes dont le leur fait partie. Alors dans les faits, ça n'a pas trop été respecté, mais en gros un empire c'est ça. L'autre caractéristique, c'est bien sûr l'objectif. En fait, l'empire a une vocation universelle. Son essence, c'est la conquête, propager sa culture, ses valeurs, contrôler le commerce. Et le parfait exemple pour ça, c'est l'Empire romain, qui a voulu étendre ses frontières toujours plus loin pour diffuser sa culture, ou alors contrôler la Méditerranée pour contrôler le commerce. Et c'est ça l'universalité de l'Empire. On ne cherche pas à s'adresser à une population en particulier, mais au monde entier dans le but de l'uniformiser et de le dominer. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Empire s'appréhende avec un rapport de dominant-dominé. L'Empire ne se crée pas par des achats de territoire, mais plutôt par des conquêtes. Pour schématiser, on a un centre, la région de départ de l'Empire, et des périphéries, les conquêtes. La domination vient du centre et l'influence culturelle aussi. Il peut arriver aussi que l'expansion se fasse par succession, ou bien par le biais de mariages royaux. Ce fut le cas pour les Habsbourg avec Charles Quint par exemple. Bien que là ça soit particulier puisque les territoires dont il a hérité n'ont pas été intégrés à l'Empire. Il les dirigeait avec les titres de roi d'Espagne et duc de Bourgogne, en parallèle de son titre d'empereur du Saint-Empire. Bref, tout ça pour dire qu'un empire ne se construit jamais par un consentement mutuel mais par la conquête.
et ça peut poser certains problèmes. Vous imaginez bien que pour la stabilité, la conquête, c'est pas la meilleure solution. En fait, la stabilité de l'Empire repose sur la force de l'armée et la solidité de l'administration du territoire. Une colonisation culturelle peut aussi être imposée. On retrouve aussi cet esprit de domination dans l'étymologie du terme empereur, qui vient du latin imperator, qui littéralement veut dire la personne qui commande. Plus intéressant encore, le titre d'imperator, durant la Rome antique, était donné aux généraux victorieux. Le souverain portait le titre de princeps, qui signifie le premier homme d'État. Imperator n'était donc pas le titre du souverain avant Auguste, en 27 avant Jésus-Christ, qui en fait un titre impérial inaliénable de l'empereur. Petit plus de culture générale, pour les monarques que l'on attribue à l'histoire de France depuis Clovis, il y a eu 5 empereurs. On a tendance à dire qu'il n'y a eu que Charlemagne, Napoléon Ier et Napoléon III. Mais en réalité, il y a eu d'autres empereurs d'Occident. Charlemagne, son fils Louis le Pieux, Charles II le Chauve, et bien plus tard, on a eu les empereurs des Français, Napoléon Ier et Napoléon III. Alors, petit bilan. L'Empire a une vocation universelle, il cherche à conquérir. Napoléon Ier, par exemple, voulait conquérir l'Europe, si ce n'est le monde. Un royaume cherche à satisfaire des intérêts plus nationaux, gagner des petits territoires frontaliers, sécuriser le commerce, veiller à la stabilité, être prestigieux culturellement. C'est une concurrence plus politique, plus économique qu'il oppose aux pays étrangers. Par exemple, Louis XIV ne cherchait pas à ce que le monde entier soit français ou soit sous son pouvoir. Il cherchait à rayonner dans le monde entier, influencer les pays culturellement, les impressionner. Pour finir, je vais me permettre de faire un parallèle avec la religion. Ça vous parlera peut-être plus. Prenons le christianisme et l'islam, les deux plus grosses religions au monde. Elles ne sont pas les deux plus grosses pour rien. Elles le sont parce qu'elles ont une vocation universelle. Leur but est que le monde entier appartienne à leur religion. C'est pourquoi dans l'histoire, l'Église a encouragé les guerres saintes comme les croisades et les pays musulmans ont fait des djihads dans le but de convertir les populations. On peut les comparer à un empire. Prenons maintenant le judaïsme. Si la religion juive a moins de fidèles, c'est parce qu'elle n'a pas cette vocation universelle. Elle ne cherche pas à tout prix à convertir, car c'est la religion d'un peuple. On peut la comparer à un royaume. Et voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu et abonne-toi. Je suis nouveau sur YouTube, c'est d'ailleurs la première vidéo de ma chaîne. Je vais publier une vidéo par semaine sur vraiment toutes sortes de thèmes, mais surtout d'histoire et de géopolitique. Donc voilà, cette chaîne s'adresse à tous ceux qui aiment la culture générale ou même à ceux qui aiment apprendre des trucs un peu plus en détail. Voilà, maintenant je vous laisse. À la semaine prochaine.